tout le monde se ligue finalement contre moi en disant bah c'est un connard quoi. Il y a de l'argent dans les caisses, on vient de lever des fonds, il nous explique qu'il faut virer des gens. En fait c'est que le mec est tordu quoi. Tous les gossips que je connaissais pas ressortent. Donc apparemment je couchais avec quelqu'un de l'équipe, j'étais pas au courant. Et là c'est un des moments les plus incroyables, les plus lunaires de ma vie. On nous fait rentrer dans une salle en même temps que d'autres preneurs qui sont visiblement des gens pas très bien intentionnés, qui sont là pour faire un coup, c'est-à-dire en fait racheter des voitures pas chères pour pouvoir les revendre plus cher derrière, qui sachant que j'étais en train de préparer un autre plan ailleurs, ont vu quelque part qu'ils avaient aucune chance, donc ils ont attaqué le parquet en disant qu'ils étaient corrompus. La procureure de la République a pété un plomb, elle renverse la vapeur, elle dit bah en fait c'est moi qui devrais vous attaquer, d'ailleurs c'est ce que je vais faire. Pourquoi ? Parce que moi ce que j'ai dit et c'était vrai, c'est que la veille au soir, les mecs m'avaient appelé en me disant écoute si tu mets des centaines de milliers d'euros sur la table, nous on se retire, ce qui est pour le coup une manœuvre complètement illégale. Toi en tant qu'entrepreneur tu te dis en fait c'est soit je réussis, soit on va me prendre ma maison, tu vois c'est vraiment ça hein, ou je vais finir en tôle. Parce que quand on te menace, quand les fonds d'investissement qui sont agressifs te menacent, c'est pas des petites menaces quoi. Donc on est revenu de l'enfer quoi. Je m'appelle Vincent Moindreau, je suis le cofondateur de Carlili. Carlili, c'est le premier service qui permet de se faire livrer une voiture de location directement chez soi, ou n'importe où d'ailleurs. Et en fin d'expérience de location, on vient également récupérer le véhicule. Donc plus d'attente en agence, plus les longues queues, et plus besoin de se déplacer, surtout jusqu'à l'agence de location, le véhicule arrive directement chez soi. On loue des voitures, des utilitaires et même des vélos aujourd'hui. On est à l'été 2015 à Lausanne en Suisse où je suis sur la fin de ma période de loc en fait post-exit. On a revendu une boîte moi ce qui est ma première boîte, ma première aventure entrepreneuriale dont je suis cofondateur, petit associé par rapport à une équipe plus senior, mais on a revendu à un groupe de médias suisses et j'ai un peu des fourmis dans les jambes. Je commence à avoir envie de remonter quelque chose, surtout d'avoir un projet dont je serai le dirigeant. Et j'ai envie de le monter en France pour plein de raisons, notamment parce que ma femme est restée à Paris, que j'ai tout mon écosystème, mon réseau là-bas, enfin ici du coup. Et j'ai envie de me lancer dans le secteur de la mobilité, qui est un secteur qui me passionne pour plein de raisons, historiques, parce que je suis ingénieur de formation, je m'étais spécialisé là-dedans. Pour des raisons de mission qu'on retrouvera dans l'ADN de la marque, dans l'idée de faciliter la mobilité des gens, mais aussi d'agir sur les sujets des émissions carbone. Et voilà, donc ça m'amène à partir de Suisse en fin de cette année-là pour lancer Carlili en 2015. On met, comme souvent dans les aventures entrepreneuriales, on met quelques mois un peu à trouver le bon créneau. À l'époque, nous, on veut se lancer sur la location entre particuliers, mais on se rend compte qu'il y a quand même... Il y a des très bons entrepreneurs qui ont fait ça plutôt mieux que nous, plutôt très bien avant nous. Et donc on pivote début 2016, qu'on estime comme le vrai lancement de la boîte, avec Arnaud, que je rencontre à ce moment-là, qui est mon associé, cofondateur. On pivote sur ce modèle donc de dire on va être vraiment une nouvelle marque dans l'univers de la location, un univers qu'on estime un peu poussiéreux et avec des codes qu'on n'aime pas trop, il y a pas mal d'irritants dans l'expérience, une nouvelle marque, et avec ce nouveau service, de dire en fait, là on va vraiment avoir une app, on dit où est-ce qu'on a besoin de sa voiture, et elle arrive directement chez soi. Donc voilà, 2016, c'est cette première phase. On est sur des tout petits volumes de location à l'époque, mais on rôde quand même pas mal le modèle et on trouve, c'est tout bête, mais une assurance pour nous assurer. C'est très difficile en fait d'être assuré sur cet aspect de convoyage, surtout avec des gens qui sont des auto-entrepreneurs et pas des salariés. On trouve des premiers partenaires qui nous mettent à disposition des voitures. Enfin, cette année-là, c'est l'année de mise en place. Et il y a un second moment charnière après ce premier chapitre de lancement avec Arnaud, qui est l'arrivée de notre late founder Thelma, qui va nous faire notre premier kick de croissance, où on va passer d'une dizaine, une vingtaine de locations par mois à quelques centaines de locations par mois en un an. Donc ça, c'est plutôt 2017. Voilà. Après, on fait tous les ans x2, x3, x3 les premières années, x2 après, sur le volume, l'utilisation et le chiffre d'affaires. L'année vraiment fastueuse pour nous, c'est 2020. Mais concrètement, on trouve des premiers investisseurs qui sont prêts à mettre de l'argent
j'allais dire des vrais investisseurs, c'est très méchant pour les angels parce qu'on a déjà fait des tours angels, mais enfin des VC fin 2019. Et on close donc une première levée de fonds juste en mars 2020, au moment où le pays va se mettre à l'arrêt. Donc dans des conditions où on se dit ok, on a l'argent, on close le plus vite possible pour prendre le cash. Et finalement, l'année 2020 est une très bonne année pour nous. Aussi paradoxal que ça puisse paraître, parce que on a de l'argent. Alors c'est pas des très grosses sommes par rapport à la suite, mais à l'époque c'est beaucoup pour nous. On a profité entre guillemets du confinement pour restructurer pas mal de choses, et surtout on a cru, je pense qu'on a été une des rares boîtes de la travel tech à y croire, on a cru dans l'explosion de l'été 2020. C'est-à-dire qu'on a tout misé sur le fait que ça allait repartir très fort, alors que nos concurrents étaient plutôt dans une démarche inverse. Et ce qui fait que sur l'année 2020, on fait 50% de croissance en chiffre d'affaires, alors qu'on a 3 mois, on a quasiment 4 mois sans chiffre d'affaires. Donc on fait quand même 50% de croissance sur l'année, dans un marché qui lui fait moins 100%, enfin divisé par 2. Donc on fait vraiment une très bonne année, ce qui nous permet de taper dans l'œil d'autres fonds d'investissement pour qu'en 2021, on ait un second fonds d'investissement qui colle. Donc ça nous prendra toute l'année 2021 pour finaliser ce tour d'investissement. Mais c'est vrai que quand on arrive fin 2021, on signe pour un investissement global de 28 millions d'euros. Et donc la somme paraît magnifique sur le papier, mais en fait il faut rentrer dans le détail pour comprendre pourquoi c'est pas si simple, parce que cet argent-là n'est pas investi complètement dans la startup, dans Carlyle. Il est investi en partie dans Carlyle, et d'ailleurs plutôt là une petite partie, un peu moins de 5 millions. Tout le reste, ça va être de l'investissement dans des voitures électriques, en l'occurrence une flotte de Tesla qu'on va acheter, libérée en plusieurs tranches. Donc en fait, on a la première tranche qui est libérée au moment de la signature de l'investissement. Mais les autres tranches seront libérées successivement en fonction du succès de la première opération. Donc en fait, c'est pas exactement 28 millions. On communique sur 28 millions d'euros de levée, même si dans les faits, c'est pas l'argent qu'on a sur le compte. Concrètement, je parlais d'investissement dans les voitures. En fait, on crée une filiale pour acheter les véhicules. L'argent, la majeure partie de l'investissement est fléchée dans cette filiale pour acheter les premiers véhicules. Et c'est de l'argent qui est investi en obligations convertibles. Donc on verra par la suite que ça a une incidence très forte sur la suite de l'histoire. En l'occurrence, cette levée de fonds, donc ça c'est le 22 décembre 2021. On pourrait estimer en fait qu'à ce moment-là, c'est le climax, c'est le plus beau moment de l'aventure Carlyle. C'est peut-être vrai pour une partie de l'équipe, mais c'est pas vrai du tout pour moi. C'est qu'en fait, je vis très mal ce moment-là. Je vis très mal cette période, et particulièrement cette journée du closing. Alors, il y a plusieurs raisons à ça. La première d'entre elles, c'est que on s'aperçoit le jour du closing que le document que je m'apprête à signer n'est pas du tout celui qu'on a négocié. Ou en tout cas, pas celui que je pense avoir négocié. Parce qu'il y a une nouvelle clause il y a une clause qui a été amendée de façon très défavorable pour nous, visiblement quelques jours avant, et que nos avocats ont laissé passer, mais moi que j'avais pas vu. Et donc je m'en aperçois le jour du closing. Et cette façon de rédiger la clause me semble inacceptable, et cette façon surtout de l'apporter de cette manière-là me semble très louche d'un point de vue éthique, de la part, en l'occurrence, du fonds lead qui mène ce tour. Donc j'essaie de la négocier auprès du représentant de l'investisseur, qui me fait comprendre que ce ne sera pas négociable. Et donc ça c'est le premier truc. Deuxième truc, énorme pépin personnel, ma femme se retrouve à l'hôpital à ce moment-là, alors qu'elle est à 7 mois et demi de grossesse, et sur un truc qui est majeur, c'est-à-dire que potentiellement, moi j'y connais rien, mais en fait tout est dans ces moments-là, tu vas juste sur Google, tu tapes le truc, et on t'explique que potentiellement c'est mortel, quoi. Et tu sais que ta femme est aux urgences. Et le troisième truc, c'est que j'appelle Arnaud, et donc je lui dis, écoute, je lui parle pas tellement des sujets personnels, en tout cas j'ai pas ça en tête, mais je lui explique que cette façon de faire de la part des fonds me semble inacceptable, que c'est un très mauvais signal sur la suite, et qu'on devrait pas y aller. Et Arnaud me dit, et je pense que la réaction est celle qu'aurait eu n'importe qui à sa place d'ailleurs, me dit, mais attends Vincent, tu peux pas faire ça, quoi. Là on a enfin... après des années où de tout ce qu'on a construit, on a enfin cette forme de succès, hein, parce que c'est comme ça que vit un entrepreneur à une levée de fonds. On a des millions d'euros qui vont arriver, on a une flotte à nous, on a tout ce qu'on a toujours voulu. En plus, l'équipe, ils en peuvent plus, ils tirent la langue, on a bloqué plein de trucs, et là, ça va se débloquer, ils le savent. Tu peux pas leur faire ça. Et
Et donc, je plie les gaules, c'est-à-dire que j'accepte en fait de signer ce document, mais vraiment, je suis pas aligné en fait. Je sens qu'il y a un truc qui va pas, c'est pas normal. Et du coup, je vis mal la suite, c'est-à-dire que le closing et le immédiat post-closing, alors bon, évidemment, à ce moment-là, en plus, on sort complètement du champ business parce que on a la maternité, que notre petit dernier arrive avec beaucoup d'avance, il est prématuré, donc une espèce de bulle intemporelle dans laquelle on se plonge, mais dans laquelle je me sens pas très bien en vrai. Alors je me sens hyper bien pour mon fils, hein. Et son arrivée, en plus, j'étais trop content, on savait même pas le sexe et tout, on a un garçon, c'était trop cool, on a eu 2 filles avant. Ça, c'était un moment magique, mais il y a un truc qui marche pas du point de vue pro, en fait. Je me sens pas à ma place, je me dis en tant que leader, ça marche pas, etc. Et donc là, va se passer pendant 6 mois, enfin plus exactement pendant 3 ou 4 mois, il y a une forme de dérapage. C'est-à-dire que l'énergie est mise sur célébrer. On a levé de l'argent, c'est votre victoire, c'est ce qu'on envoie comme message à l'équipe. On s'occupe d'organiser un séminaire au ski. Pour la première fois, on se lâche un peu sur l'organisation. Voilà, on fait une vidéo avec un pilote de drone qui vient nous filmer, enfin des trucs comme ça. Tout le monde a des cours de ski. Il faut savoir que chez nous, il y a une partie de l'équipe qui sont des anciens car-sitters. On était très fort sur cette valeur-là. C'est quelque chose d'important pour nous. Donc il y a des gens qui viennent. On n'est pas, c'est pas que des bacs plus 5, quoi. Il y a des gens qui découvrent la neige et le ski avec nous. Enfin, je trouve que ce séminaire, il est un peu symptomatique de ce qui s'est passé à ce moment-là. C'est que on a été dans une forme de célébration pendant quasiment 3 mois. De se dire, c'est trop bien, ce qu'on a réussi, c'est génial, on est trop content. Dans laquelle moi, personnellement, j'étais pas. Donc en plus, j'étais en désaccord avec l'équipe. Enfin, j'étais pas aligné. Je me sentais pas à ma place à ce moment-là. Parce que, encore une fois, j'étais pas très content des conditions dans lesquelles c'était fait. Il y a un truc qui clochait, quoi. Et on dérape complètement sur les coûts, en fait. C'est-à-dire qu'on se met à dépenser en 3-4 mois ce qu'on aurait dû dépenser en une année, quoi, globalement. Et donc ça va nous amener en mai. Donc on n'est même pas 5 mois là après la signature du fonds. Ça va nous amener en mai dans une situation de conflit finalement avec les investisseurs tout de suite. Eux, ils changent leur représentant, celui avec lequel on a signé. Donc on a un nouveau gars qui arrive et ça se passe vraiment très mal avec moi. On s'entend pas du tout. Ils votent contre ce dont on avait absolument besoin, c'est-à-dire on avait besoin de plus de cash finalement pour rattraper finalement le retard, donc on voulait faire nous un crowdfunding. On avait franchement tous les signaux qui étaient bien alignés parce que pour le coup la marque était vraiment hype à ce moment-là, on avait beaucoup de croissance, des clients super contents, enfin, et donc c'était le moment de le faire, c'était un bon timing, ça j'en reste persuadé aujourd'hui, et ils me disent non, on refuse parce qu'on n'a pas envie de se faire diluer. La dilution à l'époque c'était 3%. C'est-à-dire qu'ils allaient diluer leur part de 3%. On ne va pas de passer de 30 à 27%. C'est vraiment, ils allaient se diluer eux de 3%. Donc c'était ridicule en fait. Enfin, il n'y avait pas de sens à refuser cette dilution, sauf à ce que eux veuillent remettre cet argent. Nous, on perçoit un peu ce signal-là, on se dit, ok, bon, en fait, entre guillemets, ils nous font chier parce qu'ils veulent remettre des sous et reprendre des parts dans la boîte. Donc c'est plutôt un bon signal peut-être, comme ça qu'il faut le vivre. Et donc on arrive à ce moment particulièrement difficile, qui est le moment où en fait il faut changer de direction, arrêter de se dire on mise tout sur la croissance, mais commencer à réduire les coûts. Ça va se faire en plusieurs fois. Je vais présenter un premier budget réévalué en disant on va tirer sur tel ou tel coup, on va miser sur tel et tel levier. Je ne vais pas tout détailler, il y a un plan en 10 actions clés pour ça. Je leur soumets le truc. Classiquement, en fait, normalement, on a un board dans lequel on vient voter un budget un peu avant. J'envoie ce que je pense envoyer et on me dit non mais je crois que t'as pas compris là. C'est pas ça qu'on attend. Enfin, de façon très agressive. Hein. C'est vraiment pas. T'es pas du tout dans le bon truc. Hein. Il va falloir faire un beaucoup plus gros effort. Ok, bon, ça quand t'es entrepreneur, tu comprends ce que ça veut dire. Ça veut dire que tu vas devoir te séparer d'une partie de ton personnel, quoi. Les coûts fixes, il n'y en a pas 10 000. Hein. Donc je travaille sur ce plan, un peu en secret. C'est-à-dire qu'on est très peu dans la confidence. On ne parle pas de beaucoup de personnes. Hein. Nous, on gèle les plans de recrutement, on gèle les périodes d'essai et on fait partir 7 personnes. Voilà, c'est pas non plus énorme. Mais ce qui va être une journée complètement charnière dans l'histoire, c'est le 11 juillet
de cette année-là, 2022, qui est le jour où je fais l'annonce à l'équipe que on va devoir faire ce plan-là et faire partir des gens. Et cette annonce est unanimement reconnue comme complètement foirée. C'est-à-dire que tout le monde me dit vraiment nul. Nul parce que je réunis tout le monde dans une salle, parce que je déroule des slides. 1, 2, 3, 4, 5, tous les slides d'explication, et puis le dernier slide, c'est on va faire partir cette personne. Et je le déroule de façon froide, en fait. Enfin, froide, mécanique. Tu vois, travailler, voilà, paf, 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 c'est comme ça. Et clairement, je mets pas d'affect dedans parce que je me protège, en fait, tout simplement. Donc, je foire cette annonce. Ensuite, je réunis chacun, donc les managers voient leurs équipes dans des salles, etc. Et là, je me rends pas compte de ce qui se passe. En fait, quand tu reçois les gens individuellement, ils se demandent s'ils sont concernés ou pas. Donc, en fait, tout le monde est en flip total. Du coup, la réaction est pas du tout négative, en fait. Elle est plutôt... c'est plutôt des gens qui essayent, entre guillemets, de sauver leur tête, quoi. Moi, le 12 juillet, le lendemain, c'est les 40 ans de ma femme. Et donc, je pars pour la Bretagne. Je la rejoins pour 24 heures. Juste une journée que je lui consacre, ce qui est dans une vie d'entrepreneur finalement assez rare. Je me dis que c'est quand même un peu important de le faire. Et donc je quitte le navire pendant 24 heures. Et en fait, pendant ces 24 heures, c'est la folie des gossips. Tout le monde se réunit dans des salles, les gens parlent, et il y a une espèce de... Enfin, tout le monde se ligue finalement contre moi en disant, en fait, c'est un connard, quoi. C'est un connard. Il y a de l'argent dans les caisses. On vient de lever des fonds. Il nous explique qu'il faut virer des gens. En fait, c'est que le mec est tordu, quoi. Voilà. Je fais en substance, c'est à peu près ça qui se passe, quoi. En plus, nous, on a une valeur de transparence, c'est-à-dire que les gens peuvent s'exprimer de façon totalement anonyme sur des réseaux type Slack. On a mis ça en place parce qu'on y croit énormément. On veut qu'il y ait du retour honnête. Et en fait, là, à ce moment-là, ça se retourne complètement contre nous. C'est-à-dire que d'un coup, ça devient des insultes contre moi, mais des vraies insultes. Hein. Tous les gossips que je connaissais pas ressortent. Donc apparemment, je couchais avec quelqu'un de l'équipe. J'étais pas au courant. Enfin, il y a des trucs mais innommables. Et moi, je perds complètement pied. C'est-à-dire que j'aimais cette équipe, j'aimais les gens avec lesquels que j'avais choisi pour travailler avec moi. Et en fait, on me renvoie l'image opposée, quoi. J'ai plus l'équipe avec moi, j'ai très peu de soutien, en tout cas c'est ce que je ressens en interne, et j'ai pas du tout le soutien des actionnaires à ce moment-là, alors que j'estime faire ce qu'ils me demandent. C'est-à-dire que au lieu de changer un peu leur fusil d'épaule et dire ok, bon voilà, on a fait ce qu'il fallait, Vincent est en train de faire le truc, allez, on est derrière toi, vas-y, fais. C'était que des reproches, là, pour l'anecdote, c'est en août, je pars en vacances pendant 3 semaines, pendant une semaine, j'ai des appels quasiment tous les jours avec le représentant du fonds, qui me demande des trucs, mais lunaires, qui me demande de faire son deal mémo pour lui, c'est-à-dire de faire son job, son travail à sa place, hein, concrètement. C'est vraiment ça. Enfin, c'est une période qui est vraiment... on n'est plus dans nos valeurs, on avait plus de valeur dans la boîte, en fait. Les gens sont des mercenaires, tu vois, j'ai un mec qui essaye de négocier son salaire en disant « tu me payes 10 000 € plus ou alors je me casse ». Enfin, des comportements qui étaient lunaires, quoi, d'un point de vue humain. Et donc, en septembre, à la rentrée donc, des classes de cette année-là, nous, on va voir un peu la fleur au fusil, les fonds d'investissement, en disant, ok, on a fait le truc, quoi. Et en plus, les chiffres sont plutôt bons. C'est-à-dire que si on regarde juillet-août, la marge est bonne, on a sorti du cash sur ces 2 mois-là, on a beaucoup de locations, le taux de rotation sur les voitures est bon, etc. Et on s'attend vraiment à avoir du soutien. C'est pas qu'on n'a pas de soutien, c'est qu'on nous dit, bon, vraiment, tu vois, vraiment, c'est parce qu'il faut le dire, bon, ok, ça va, tu fais ce qu'il faut. Du coup, tu vas passer en grand oral, en fin d'année, chez nous, et on décidera si on remet des sous ou pas. Alors moi, ok, et une condition, c'est que tu réussisses ton crowdfunding. Donc les mecs qui m'avaient dit, on t'interdit de le faire, me disent non, finalement, il faut absolument que tu le fasses. Il faut que tu le fasses à telle hauteur pour que nous, on mette en face. Ok. Donc on fait le crowdfunding, on le fait dans des conditions déplorables, parce qu'un crowdfunding, ça marche bien quand t'as de l'énergie, que t'es positif, que tu rayonnes, pas quand toute l'équipe fait la gueule, que tu vois, t'es censé faire des vidéos un peu sympas, etc. Les vidéos sont pas cool. Voilà. Donc en fait, on voulait lever 1,5 million, on lève 300 000 € en crowdfunding, donc pas du tout assez. On va quand même, donc je fais ce fameux grand oral, no comment.
Je crois que je dois avoir 15 personnes en face de moi. Donc je me fais cuisiner pendant 1 heure. Et donc on arrive à la fin de l'année, on attend la réponse, ça dure quelques semaines, puis on nous dit ok, c'est bon, on va mettre 500 000 € dans ta boîte, en compte courant d'associé, à 10% de taux d'intérêt. Donc c'est du soutien quand même, on va dire, très monnayé. Moi je me dis ok, je pense que quand même on a retourné la situation. Globalement, on a montré qu'on n'était pas juste des dirigeants, enfin en tout cas pour ma part, que je n'étais pas juste un dirigeant folie des grandeurs, French Tech, machin, mais que je savais aussi être un entrepreneur qui faisait attention aux sous, etc. Et qui savait redresser une boîte. Et donc, je suis assez confiant. Et donc, je vais déjeuner avec le partenaire du fonds qui me dit, qui m'entraîne là-dedans, en fait, qui me dit, écoute Vincent, t'as été... Je dis pas ça pour m'envoyer des fleurs, mais c'est vraiment ce qu'il me dit. Il me dit, t'as été super bon, grand oral, on a rarement vu ça, tu nous as convaincus, t'as retourné tout le monde, bravo, c'est génial. Ce qui, à mon avis, avec le recul, est probablement un peu faux, mais bon, peu importe, c'est ce qu'il me dit. Et donc, t'as besoin de combien ? Il n'est pas allé derrière pluie, il savait qu'on avait demandé 500 000 € parce qu'on pouvait gratter, on était allé chercher ce qu'on pouvait gratter, mais qu'en fait, on avait besoin de plus de sous. Donc moi, je me lâche. Je dis, ok, en fait, on a besoin de 3 millions. Alors, je crois, 2,5 millions, est-ce que 3 millions, ok. On part sur un plan à 3 millions, donc le fonds remet 1,5 million, l'autre fonds remet les deux fonds remettent 3 millions à deux. Ouais, ok, on va aller défendre ça. Et puis donc ça doit être 3 semaines après, ils me réunissent dans une salle, une réunion un peu chelou, bref. Ils tirent la gueule et tout, ok. Bon. Coup de Vincent, voilà, on vous dit de dire, non, on va pas remettre 1 € dans cette boîte. Ok, bon. Donc je prends l'info. J'apprends à ce moment-là aussi qu'en fait, le plan, c'était effectivement de remettre 3 millions, mais de me faire partir. Donc de reprendre un manager et de me faire partir et de remettre les 3 millions dans la boîte. À la limite, ça, c'est le jeu. Enfin, moi, c'est ce que je leur ai dit. Je leur ai dit, faire une offre, quoi. C'est le jeu. Je suis pas éternel comme dirigeant, vous estimez qu'il y a meilleur que moi. Honnêtement, avec le recul, je pense que ça aurait été pas une bonne décision, mais je pouvais comprendre ça. Mais là, non, clairement, même ça, ils le font pas, et donc finalement, ils remettent 0. Et donc, je reçois une lettre accusée de réception 2 semaines après. Donc, ils ont envoyé d'ailleurs, je pense, le jour même de cet entretien, de cette réunion, pour dire, en fait, on va activer nos clauses qui nous permettent de convertir les obligations convertibles qu'on avait investies pour acheter des voitures, ce qui nous permet de remettre la main en tant qu'actionnaire sur la filiale, de reprendre les voitures, de les revendre et de récupérer notre cash. Enfin, une partie de notre cash investi. Donc là, c'est la guerre ouverte, parce que ce move-là fait qu'on n'a plus de voitures, plus d'activité. Donc en fait, c'est liquider l'entreprise en haut pour récupérer le maximum en bas, ce qui est évidemment complètement déloyal aussi vis-à-vis des autres actionnaires. Et donc on sait que c'est la guerre. Et donc c'est là où je prends la décision d'aller voir le tribunal de commerce, de me placer en conciliation. Ce qu'on obtient très facilement, parce que normalement il faut quand même un peu argumenter. Et en fait la juge qui nous reçoit nous dit le fameux fonds, on les connaît bien, ils ont leur réputation, c'est pas la première fois qu'on les voit dans des dossiers similaires, évidemment qu'on donne une conciliation. D'ailleurs, pour l'anecdote, quand tu rentres en conciliation, la première chose que tu fais, c'est un rendez-vous avec tes banques. On fait un rendez-vous avec les banques, il y a la directrice des risques de la BPI qui dit exactement la même chose. Elle dit, ouais, on vous connaît bien, machin, encore vous, merci. Les gens se connaissent visiblement de façon personnelle, ils peuvent pas se piffrer, quoi. C'est quand même assez marrant. Bref, on a là le compte à rebours est lancé, parce qu'en conciliation, tu as 4 mois plus 1 mois, donc 5 mois en tout. On est en avril, mai, juin, juillet, août, donc le mois d'août serait le mois supplémentaire qu'on peut avoir. On a 5 mois pour trouver des autres investisseurs et sauver la boîte. Et en 5 mois, on signe une LOI, donc on trouve un investisseur corporate pour 1,5 million, qui nous met comme condition que la Caisse des dépôts réinvestisse à leur côté. C'est un des 2 investisseurs historiques, par sécurité. La Caisse nous dit, ouais, on peut faire ça, mais il nous faudrait quand même aussi... en gros, il faudrait vraiment finaliser le tour, et donc en gros, il nous manquait 1 million. Et je trouve un autre investisseur, pareil, un autre corporate du monde de l'assurance, qui est prêt à mettre 1 million. On discute, après c'est des gros corporates, donc ça prend du temps. Fin juillet, ils me disent, au mois d'août, on part en vacances. Ok, on arrive fin août, je me dis, est-ce qu'on peut arriver à closer, etc. En août, en France, c'est impossible de closer. Et donc, on sort de conciliation le 5 septembre, on n'a pas closé, on n'a pas les tours, et là, pour le coup... en fait, il faut déposer le bilan, parce que si je dépose pas le bilan à ce moment-là, je me rapproche quand même d'une faute de gestion. Avec le recul, plusieurs entrepreneurs qui sont passés par là et des avocats m'ont dit, t'aurais pu tenir encore un peu. La vérité, c'est que je voulais pas...
Alors moi, j'ai toujours conçu la vie d'entrepreneur avec les lignes jaunes et les lignes rouges, et là, je pensais qu'on s'approchait. Les lignes jaunes, faut les dépasser. Faut savoir les dépasser, les lignes rouges. Quand tu l'as mordu une fois, tu sais que ça fait mal quand même. Donc là, je pensais que c'était vraiment pas éthique d'aller plus loin, et donc c'est pour ça que je dépose le bilan. Donc le temps que ça se fasse, on arrive à début octobre. L'audience est le 12 octobre. Et là, c'est un autre moment très très dur quand même, parce que on se pointe vraiment la fleur au fusil au tribunal de commerce. Pourquoi la fleur au fusil? Parce que j'ai un avocat que j'adore par ailleurs, mais qui me dit Vincent, franchement, ça c'est une formalité quoi. Tu vas voir, vu l'argent qui reste dans la boîte, t'as des voitures, t'as de l'activité, t'as fait les choses vraiment dans les règles de l'art, entre guillemets. C'est une formalité, donc ils vont te mettre en redressement, et donc tu vas être en redressement judiciaire et tu auras le temps de t'organiser pour la suite. Mais en fait, c'est pas du tout comme ça que se passe l'audience. Je me fais allumer littéralement pendant 1 heure. Non, 30 minutes, pardon. Où pendant 30 minutes, on m'explique que je suis un délinquant. Tu vois, les discours, c'est t'as encore un start-upper, les mecs, vous avez vu les sous que vous avez pris, vous n'êtes pas capable d'en faire quelque chose. Vous allez encore dilapider de l'argent, plus de l'argent public, tu vois, il y a les caisses et dépôts, les mecs me font la morale. La juge me fait la morale. Et je me dis, c'est mort. Tu vois, nous, on sort de l'audience, tu vois, ils te font sortir le temps de prendre la décision. Ils nous font rentrer, et là, ils nous disent, on vous accorde un redressement judiciaire avec une période d'examen de 6 mois, et on se revoit dans 3 mois. Le 12 octobre, on est censé se revoir le 12 décembre, quoi. Donc là, à nouveau, le contrat rebours est lancé. Il est lancé pour un plan de cession. Donc on est censé trouver un repreneur. Tu fais des annonces dans les échos, etc. On discute avec quelques repreneurs. Il n'y a pas vraiment de reprise acceptable dans cette période de redressement judiciaire. Mais il se passe un truc assez décisif, c'est que je reprends contact avec quelqu'un que j'avais déjà connu chez Carlini, avec lequel on a une bonne relation de confiance, qui est le fils de la famille Boré, qui est la famille qui a... donc son papa, Marc Boré, a fondé Rent-A-Car, qui est un des beaux acteurs français du secteur, le leader dans son segment de la location de proximité, et voilà, une superbe boîte. Et on s'entend vachement bien. Et il me dit, ok, c'est quoi ton plan? Je dis, moi j'ai un plan de redressement, je pense sortir comme ça. Par contre, il me faut des acteurs un peu solides avec moi. Est-ce que tu veux nous accompagner? Oui. Ça prend un peu de temps, mais oui, on va vous accompagner. Le seul truc qu'il nous faut, parce que c'est comme ça qu'on a packagé le plan, c'est qu'il nous faut l'accord des fonds d'investissement. Pourquoi? On a acté qu'eux voulaient récupérer leurs sous, qui étaient investis dans les voitures. On leur dit, on va revendre les voitures pour vous. C'est-à-dire qu'au lieu que vous repreniez les voitures en reprenant les actions, et ensuite vous n'allez pas savoir quoi en faire, parce que c'est juste pas votre métier, on va nous les revendre et on va se commissionner. On ne prenait pas 50% de commission, on proposait de prendre 15%. Okay. On revendait toutes les voitures pour eux, on prenait les 15%, et ensuite on n'allait pas travailler avec ces voitures, on allait travailler avec les voitures de Rent-A-Car. C'est ça le plan. Franchement, le truc était vachement bien structuré, quoi. Et tout ça en quelques semaines. J'étais hyper fier de moi, mais il me fallait quand même l'accord des fonds. Et 2 semaines avant l'audience, ils me disent, d'ailleurs c'était même 10 jours, en faisant bien traîner comme il faut, ils me disent, non, en fait, on n'est pas d'accord. Ok. Pourquoi? Je sais pas, c'est comme ça. Donc rebelote. Et donc là, je retourne voir mon ami Oscar Boré, je lui dis, écoute, ça va pas le faire, moi je vois qu'une solution, c'est que vous repreniez la boîte, quoi. Ok, pas de problème, on va reprendre la boîte, mais nous on veut la reprendre avec toi. Donc ça c'est très tôt, ça vient dans l'histoire que ils veulent vraiment, ils comptent sur moi en tant que manager. Alors, pour bien connaître maintenant aussi la suite de l'histoire et Rent-A-Car, je comprends pourquoi, parce que il faut quand même des gens qui portent des projets et la marque, etc., pour que ça fonctionne. Donc, ils tenaient vraiment à ça, quoi. Sinon, ils ne voulaient pas y aller. Et donc, on travaille aussi, encore une fois, d'arrache-pied pendant tout un week-end pour présenter un plan de reprise avec Rent-A-Car. On arrive à l'audience, qui était pas le 12, c'était le 18 décembre 2023. On arrive à l'audience, et là, c'est un des moments les plus incroyables, les plus lunaires de ma vie, en termes d'intensité émotionnelle. C'est-à-dire qu'on nous fait rentrer dans une salle, en même temps que d'autres repreneurs qui sont visiblement je vais pas dire des voyous, mais des gens pas très bien intentionnés, qui sont là pour faire un coup, c'est-à-dire en fait racheter des voitures pas chères pour pouvoir les revendre plus cher derrière, qui, sachant que j'étais en train de préparer un autre plan ailleurs, ont vu quelque part qu'ils n'avaient aucune chance. Donc au lieu de plier les gaules,
ont fait un choix qui me semble encore lunaire aujourd'hui, ils ont attaqué le parquet médiatiquement sur les réseaux en disant qu'ils étaient corrompus. Le truc est évidemment sorti à l'audience. La procureure de la République a, pardonnez-moi l'expression, mais pété un plomb. C'est-à-dire quand elle dit « Non mais vous êtes en train de dire sur les réseaux que moi je suis corrompu ». Donc elle renverse la vapeur, elle dit « en fait c'est moi qui devrais vous attaquer ». D'ailleurs c'est ce que je vais faire pour je sais plus quel motif qui était légitime, de tentative de corruption je crois. Pourquoi ? Parce que moi ce que j'ai dit, et c'était vrai, c'est que la veille au soir, les mecs m'avaient appelé en me disant « Écoute, si tu mets je sais plus combien de milliers d'euros, centaines de milliers d'euros sur la table, nous on se retire ». Ce qui est pour le coup une manœuvre complètement illégale. Ça, il y a la Caisse des dépôts qui a demandé à des ténors du barreau de les représenter à l'audience, donc qui est là, très éloquent, etc. Donc, nous, on est là, nous, on n'est pas des professionnels du droit, quoi. On arrive, on se défend un peu comme on peut, mais il y a un gars qui est là, qui est hyper éloquent. Et donc, on sent qu'il y a trop d'excitation, il y a trop d'ambiance. Il y a un truc un peu, une énergie qui est très négative dans la salle. Et donc, à un moment, le président du tribunal, entre guillemets, s'énerve, prend son marteau, paf, il tape. Ok, on liquide. Suivant. Et c'est vraiment comme ça que ça marche, en fait. Et donc, c'est pas la fin de l'audience. À ce moment-là, mon représentant du personnel, Merwan, avec lequel je travaille toujours aujourd'hui, qui est un des meilleurs représentants de Carl Lely, et qui est le représentant du personnel, et qui est, qui est très charismatique et qui est physiquement imposant, quoi. Voilà, qui est un gars balèze, grand, etc. S'effondre en larmes. Lui, il s'effondre en sanglots, mais vraiment, il est dévasté. Il va perdre son job, il va perdre la boîte qu'il aime, il est dévasté. Donc, à l'audience, dans cette salle-là de lambris de bois, je le prends dans mes bras, tu vois, je le rassure, etc. Et ce que me raconte l'avocat, donc moi j'étais pas du tout je regardais même pas ce qui se passait de ce côté-là, mais il me dit en fait, lui il ressent que les juges, le président, la procureure, tout le monde se dit merde, on a peut-être fait une connerie quand même. C'est-à-dire que pour une fois, il y avait des gens qui voulaient vraiment se battre pour leur boîte, il y avait un vrai projet qu'on n'a même pas examiné. C'est-à-dire qu'on n'a même pas fait rentrer les repreneurs qui étaient rent-a-car dans la salle pour des arguments qui étaient de dire en fait c'est une reprise qui est hors délai, donc ça marche pas, quoi. Il y a un problème de justice, quoi. Et donc nous on pense que c'est terminé, hein. On sort de la salle en se disant c'est fini, on est mort, quoi. Et en fait l'avocat nous dit, me prend à part et me dit écoute non c'est pas mort, on va faire une offre de reprise en liquidation. Pour le coup là, à partir de là, tous les nuages le ciel va s'éclaircir et on va pouvoir mettre en place ce qu'on veut, c'est-à-dire que premièrement le fameux avocat est très éloquent et donc la Caisse des dépôts qui était derrière se retire complètement. Pourquoi ? Parce que je les appelle et je leur dis mais les gars, vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de faire ? Vous êtes en train d'éviter la reprise de l'emploi ? C'est ça votre rôle ? Donc concrètement, si vous continuez dans cette direction à empêcher ce projet-là, je vais faire un barouf médiatique dont vous n'avez jamais entendu parler. Enfin, tu vois, c'est ce que je dis, quoi. Et je l'aurais fait d'ailleurs. J'aurais tout fait pour avoir des interviews au Canard Enchaîné, etc. pour dire c'est un scandale, quoi. Et c'était un scandale. C'était un scandale que cette offre puisse pas aller au bout, quoi. Et donc il m'appelle là dans une heure après en me disant non mais écoute t'as raison Vincent, on se plie, on te laisse faire ton truc. Nous on a fait ce qu'on devait faire. D'ailleurs on déclare même pas de dette sur cette affaire-là. Pas de passif exigible. On sort de cette histoire, tant pis, on a perdu, c'est comme ça. Donc ça c'est un premier nuage qui s'enlève. Après, il y a d'autres offres de reprise qui sont présentées également en liquidation, mais elles sont pas très bonnes. Nous, on est les seuls à reprendre de l'emploi, typiquement. Et il reste un dernier gros sujet, quand même, le gros du morceau, qui est que c'est tout simplement pas permis par la loi ce qu'on est en train de faire. C'est-à-dire que nous, on est en train avec Rent-A-Car, de recréer une société qui va racheter les actifs de l'ancienne. Et dans cette société, je suis partie prenante. C'est le projet. Je suis censé être actionnaire minoritaire, mais actionnaire quand même. Et dirigeant. Et ça, c'est interdit. Il y a un article en France, l'article 642.3, qui interdit ça. Sauf dérogation. Donc, il faut aller plaider sa cause auprès du procureur, en l'occurrence la procureure de la République, pour qu'il y ait une dérogation à cet article de loi. C'est ce qu'on a fait. Et donc, je l'ai fait avec le soutien. Donc, j'avais une lettre de soutien de tous les salariés, à la main, manuscrite, etc.
J'avais donc le représentant du personnel qui était de mon côté, mais ça s'était vu à l'audience. J'avais les lettres d'intention d'investissement que j'ai pu montrer, qui ont joué aussi en notre faveur. J'avais toute l'histoire que je pouvais raconter avec un tribunal de commerce qui connaissait aussi la réputation du fonds en question. Donc tout ça a fait que, comme par miracle, un jour de mars, alors pour le coup je ne me rappelle plus la date exacte, mais on a reçu, j'ai eu un appel de mon avocat qui m'a dit c'est bon, la procureure de la République a signé la dérogation, on va pouvoir reprendre cette boîte avec Rent A Car. Voilà, donc on est revenu de l'enfer, quoi. Là, c'est une euphorie totale, vraiment. Là, vraiment, il y a eu quelques heures où j'étais en euphorie totale. Non, c'est beaucoup de gratitude. La première personne que j'ai remerciée, c'est pas ma maman. Non, la première personne que j'ai remerciée, c'est Oscar Boré, en vrai, parce que c'est grâce à lui, quand même. Je trouvais que c'était vraiment courageux de sa part. Tu vois, on était une boîte en redressement, puis en liquidation, il s'est accroché. Tout le groupe, d'ailleurs, Rent A Car s'est accroché à travers lui, mais c'est vraiment lui qui a mené ce projet pour que ça aille au bout. Et donc, je lui ai dit d'ailleurs, by the way, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui te remercie et qui te dit que c'est super ce que tu fais, parce que en fait, quand tu es dans cette position-là, il n'y a personne qui va te dire que c'est super. Et j'avais beaucoup de gratitude pour ça, pour lui, et pour le groupe, en vrai, pour les dirigeants du groupe Rent A Car qui ont fait que cette opération était possible. Après, il y a mon avocat, parce qu'il a fait un très 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 gros travail technique pour mettre en place cette opération et que ça puisse se faire jusqu'au bout. Et en fait, tu as plein de petits moves, en fait, à plein de moments. C'est un peu de l'entrepreneuriat dans l'entrepreneuriat, quoi, hein, où tu dois faire tel truc. Enfin, voilà, je vais pas rentrer dans le détail, mais c'est grâce à lui. Et puis, il m'a aussi donné l'espoir, en fait, tout simplement. C'est-à-dire qu'en fait, il était juste psychologiquement. Il y a des moments avec même une forme de légèreté. Alors, par moments que je pouvais lui reprocher, tu vois, typiquement l'histoire de l'audience où il n'est même pas venu au tribunal parce qu'il m'a dit, tu vas voir, c'est la formalité. Ça en était pas. Mais à tous les moments, il était là, non, mais tu vas voir, t'inquiète pas. Toi, en tant qu'entrepreneur, tu te dis, en fait, c'est soit je réussis, soit on va me prendre ma maison. Tu vois, c'est vraiment ça, hein. Ou je vais finir en tôle. Parce que quand on te menace, quand les fonds d'investissement qui sont agressifs te menacent, c'est pas des petites menaces, quoi. Donc, ouais, ça a été un gros soutien psychologique. Et je le remercie vraiment. Enfin, voilà, je ressentais beaucoup de gratitude pour ça. Et après, évidemment, l'entourage, quoi, au sens large. Voilà, Erwan, qui était le représentant du personnel, les réactions qu'ont pu avoir les différentes personnes. J'ai beaucoup communiqué sur les réseaux aussi, et je recevais vachement d'amour aussi. Moi, j'appelle ça de l'amour, je sais pas si ça en est, mais tu vois, de gens qui étaient là derrière nous, qui disaient, OK, bravo pour ce que tu fais, c'est génial. Et en vrai, ça a été hyper précieux. Ça a été très, très précieux. C'était hyper important pour moi. Donc, ouais, beaucoup de gratitude. Alors, pourquoi j'ai communiqué autant pendant les différentes étapes de ce qu'on peut appeler la descente aux enfers et après le rebond de Carlyle? Il y a plusieurs raisons. La première, elle est assez pragmatique, c'est que, comme je l'expliquais, il y a un moment où j'ai perdu totalement la confiance de mon équipe. Donc ça, c'était vraiment avant la période de dépôt de bilan, redressement judiciaire, etc. Mais à partir de ce moment-là, je me suis fait coacher pour la façon dont je communiquais. Et j'ai compris qu'il y avait un problème dans ma communication, qui était que globalement, je voulais communiquer de la façon dont je pensais qu'il fallait communiquer. Et en vrai, c'est pas comme ça qu'il faut communiquer avec une équipe. La meilleure manière de communiquer avec une équipe, c'est juste de dire ce qu'on pense. Et dire des conneries, c'est pas grave. Dire des trucs vachement bien, c'est super. Mais en fait, quand on est authentique, globalement, les gens vous font confiance. Donc, ça, je l'ai remis en place à partir de septembre 2022. Juste après, donc ce que je expliquais, le moment où vraiment... Et donc, toutes les semaines, tous les lundis matins, 1 heure avec l'équipe où j'expliquais où on en était. Mais en fait, c'était même pas tellement le sujet des chiffres, etc. Le sujet, c'était vraiment de dire en permanence tout, d'être très transparent. Donc, ce mode de communication, je l'avais adopté de façon consciente vis-à-vis de l'équipe depuis un moment. Pourquoi, après, le faire sur les réseaux? J'intuite, je sais pas, en vrai, je sais pas exactement, mais j'intuite que il n'y a pas 10 000 portes de sortie, enfin, j'en vois pas 10 000, et je me dis, qu'est-ce que tu as à perdre? Au pire,
tu passeras pour un con, entre guillemets. Ou un con, ou tu vois, mentalité un peu, on va dire un peu française, arriérée, un mec a échoué donc qui est pas bon. Ok. Mais on sait jamais. Il peut aussi se produire l'inverse, c'est-à-dire que tu peux aussi trouver des solutions comme ça. Et en vrai, j'intuite ce truc, quoi. Je me dis, je pense que je vais y arriver. Je pense que ça va marcher. Donc il y a un espèce d'effet vertueux qui se met en place, c'est que quand tu communiques de façon authentique, les gens aiment bien. En fait, on est tous comme ça, on aime bien quand on reçoit l'authenticité. Donc ça fédère les gens et ça donne de l'énergie à la marque. D'ailleurs, ça fait aussi qu'on a des bons chiffres à ce moment-là, malgré le redressement. Et par ailleurs, on trouve la solution de sortie grâce à ça. Donc moi, je le conseille. Hein. Je pense que c'est ce qu'il faut faire, en fait. Je pense qu'il faut... en tant qu'entrepreneur, on ressent de la honte à ce moment-là. Hein. Quand tu déposes le bilan, t'es honteux. Mais en vrai, il faut se battre contre ça. Et, c'est normal de ressentir ça. Et en même temps, il faut essayer de rebondir. Donc, il n'y a pas 10 000 manières de le faire. C'est comme quand on lance sa boîte. Si tu lances ta boîte en essayant de protéger ton idée, ça ne marchera jamais. Il vaut mieux en parler au maximum de gens. Donc, c'est un peu la même dynamique. Et j'ai gardé cette logique ensuite en feuilletonnant en fait, un peu les différentes étapes. Je ne l'ai pas fait plus que ça en vrai. Hein. Mais c'est vrai que quand je l'ai fait, j'ai eu des bons retours. Les gens aimaient bien que je raconte ce qui s'était passé. Et sur la suite, on a relancé l'activité depuis le 18 mars 2024, exactement. Ça a très, très, très bien redémarré. Vraiment, j'étais très content. Alors, je pense qu'on a plein de clients qui ne savaient même pas qu'on avait eu des difficultés, et tant mieux. J'avais quand même un gros solde. Un sujet qui m'a vraiment préoccupé, c'est que entre le 20 décembre 2023 et le 10 janvier 2024, on avait encore de l'activité, mais on avait plein de voitures. En fait, ça tournait à moitié. Vraiment, on était un peu sur une jambe de bois, quoi. Enfin, je sais pas comment dire ça, mais ça tournait pas très bien. Et concrètement, on a planté des clients à ce moment-là. C'est-à-dire qu'il y a des clients qui ont réservé, qui n'ont jamais eu leur voiture. Donc évidemment, c'était hyper important pour moi qu'on puisse rembourser ces gens-là. Ce qu'on a réussi à faire finalement à partir du moment où on a repris, donc en mars 2024. Aujourd'hui, on a remboursé tout le monde. D'ailleurs, si c'est pas le cas, je lance un appel, mais je pense vraiment qu'on a remboursé tout le monde sur cette phase-là. Donc ouais, on a repris. Je pense l'idée, c'est de regagner la confiance des clients historiques, de revenir à des volumes de location qu'on avait pu connaître. Et en vrai, aujourd'hui, avec un an de recul, ça se passe vraiment très bien, quoi. On est vraiment intégré au groupe Rent-A-Car. Ok, on est resté une société indépendante puisqu'on a on a une propre société dont je suis directeur général. On a gardé notre marque indépendante du groupe Rent-A-Car et notre savoir-faire et nos services, etc. Mais on fonctionne avec leur voiture exclusivement. On travaille pas avec d'autres loueurs. On a quasiment toutes les fonctions support qui sont assurées par le groupe. Les RH, la compta, la finance, voilà. Et on est tout petit aujourd'hui. On n'est que quelques personnes. Hein. On est redevenu une toute petite boîte. Mais on est content du business, quoi. Ça se passe super bien. La satisfaction client est redevenue très bonne. On a des volumes de business qui sont bons. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais qui sont bons. Par ailleurs, on fait en plus une activité pour le compte du groupe, c'est-à-dire qu'on fait du convoyage aussi de véhicules pour eux, ce qui nous permet de mettre du beurre dans les épinards. Et voilà. Donc, je peux pas annoncer la rentabilité encore, malheureusement. Janvier n'est pas encore rentable, mais on est vraiment pas loin. Ouais. Et ça, c'est un gros milestone pour nous, en vrai. C'est de gagner de l'argent et de plus dépendre de qui que ce soit, quoi. Moi, il y a un des trucs qui me fait peur quand je transmets ça, c'est quand tu te lances en tant qu'entrepreneur, tu dises à la fin de l'histoire, c'est ça qui peut m'arriver. En fait, tu vois, en creux, qu'il y a un échec ou un semi-échec parce que j'ai pas gagné d'argent dans l'histoire, j'ai même perdu pour le moment, en toute transparence. J'en gagnerai peut-être demain, mais voilà. Ça me fait peur que ce soit démotivant. Et ce que je veux envoyer comme signal, c'est que c'était super dur ce que j'ai traversé. En fait, il y a eu des moments grisants, il y a des moments hyper durs, mais vraiment très 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 durs. Tu dors pas la nuit, tu te remets tout le temps en question, tu sais plus où t'habites. Mais quand tu prends le total, c'est quand même la vie, quoi. C'est excitant. Enfin, tu vois, il s'est passé plein de choses. J'ai appris énormément, j'ai progressé énormément en tant que personne, tout simplement. Je pensais être devenu quelqu'un de bien meilleur que je l'étais avant cette histoire, avant toute cette aventure-là.
Donc c'est hyper enrichissant et c'est ce qui est magnifique dans l'entrepreneuriat, quoi. C'est que tu vis quand même des émotions qui sont fortes et tu crées des relations exceptionnelles. Enfin voilà, je suis avec le recul quand même très content d'avoir traversé ça. On n'est jamais pleinement préparé à planter sa boîte. Alors informer, accompagner les dirigeants, les indépendants, c'est notre mission avec Planté et c'est aussi la mission de notre partenaire, l'association GSC, l'assurance perte d'emploi des dirigeants d'entreprise. Merci donc à la GSC de nous donner les moyens de faire entendre ces témoignages en héritage à la nouvelle génération d'entrepreneurs. Au fil des épisodes, vous aurez au moins une certitude, quand on plante, on repousse. Planté.